nous ne sommes plus ta banque, a lancé ma mère, d'une voix tranchante empreinte de suffisance. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré, c'était un SMS de mon gestionnaire de fiducie, approuver leurs allocations mensuelles de 20 000 €. J'ai tapé un seul mot, refusé. Je m'appelle Amélie, j'ai 32 ans, et j'ai grandi en croyant que la richesse était une bénédiction, jusqu'à ce qu'elle devienne ma prison. Mes parents contrôlaient chaque aspect de ma vie par le biais de leur chéquier, jusqu'à ce dîner où ma mère a lancé, d'une voix tranchante et pleine de suffisance, « Nous ne sommes plus ta banque ». Ce qu'ils n'avaient jamais anticipé, c'est que 24 heures plus tard, ce serait moi qui déciderais de leur destin financier. La situation s'était complètement retournée. Ayant grandi à Saint-Germain-des-Prés, l'un des quartiers les plus prestigieux de Paris, mon enfance semblait parfaite de l'extérieur. Notre hôtel particulier de 5 chambres, avec son jardin méticuleusement entretenu, avait fait l'objet de 2 articles dans AD Magazine. Mon père, Henri, un dirigeant dans la finance, et ma mère, Martine, qui présidait les conseils d'administration de 3 œuvres caritatives différentes, étaient des figures incontournables de la scène sociale parisienne. Vêtements de créateurs, école privée, résidence d'été sur la Côte d'Azur. J'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, mais très peu de ce qui comptait vraiment. D'aussi loin que je me souvienne, l'argent n'a jamais été que de l'argent dans notre famille. C'était le pouvoir, le contrôle et la manipulation, déguisés en préoccupation parentale. Quand j'ai voulu rejoindre le club de photographie de l'école en classe de 5e, ma mère a affiché ce sourire pincé et a dit, « Ma chérie, on ne perd pas de temps avec des passe-temps qui n'ont pas d'avenir. Ton père paie 20 000 € par an pour ton éducation. » À la place, elle m'a inscrite à des cours d'art oratoire et d'anglais, des compétences qui, selon elle, vous mèneraient quelque part dans la vie. À 16 ans, j'avais appris que chaque cadeau était assorti de conditions. Pour mon 16e anniversaire, j'ai reçu un cabriolet BMW, mais il était immatriculé au nom de mon père. Comme ça, on pourra le reprendre si tes notes baissent, m'a-t-il expliqué en faisant tinter les clés. J'ai hoché la tête et souri, comprenant déjà le contrat tacite, l'obéissance en échange du luxe. La seule personne qui semblait voir clair dans cette dynamique était mon grand-père, Guillaume, le père de mon père. Papy Guillaume avait bâti la fortune familiale à partir de modestes débuts, transformant une petite entreprise de fabrication en une société de plusieurs millions d'euros. Contrairement à mes parents, il portait des vêtements simples, conduisait une voiture d'un modèle plus ancien et parlait à tout le monde, des PDG aux concierges, avec le même respect sincère. Lors de mes visites mensuelles dans sa maison confortable mais discrète de Versailles, Papy Guillaume me posait des questions sur mes rêves, pas sur mes notes ou mes relations sociales. Quand j'ai timidement avoué que j'aimais la photographie, en particulier la capture de la faune, il n'a pas rejeté l'idée. Au lieu de cela, il m'a emmené à des expositions de photos et m'a offert mon premier véritable appareil photo pour Noël, quand j'avais 17 ans. Tes parents croient que l'argent sert à se montrer, m'a-t-il dit un jour alors que nous étions assis dans son bureau. Mais la vraie richesse, c'est d'avoir la liberté de choisir son propre chemin. Puis il m'a montré son portefeuille d'investissement, m'expliquant patiemment le fonctionnement des intérêts composés, comment lire un bilan financier, et la différence entre les actifs et les passifs. À l'époque, je pensais qu'il était simplement pédagogue, sans réaliser qu'il me préparait à quelque chose de bien plus important. Quand le moment des candidatures pour les études supérieures est arrivé, il n'a jamais été question de savoir où je postulerais. Mon père venait de HEC, ma mère de Sciences Po, et je devais intégrer l'ESSEC pour étudier le commerce et l'économie, perpétuant ainsi la tradition familiale des formations prestigieuses. Ma lettre de motivation a été pratiquement rédigée par ma mère, qui a insisté pour la corriger jusqu'à ce que ma voix soit complètement effacée, remplacée par ce qu'elle appelait une ambition appropriée. J'ai été accepté, bien sûr. Les relations de mes parents, mes excellentes notes obtenues grâce à des heures d'études sous pression, et les dons substantiels que mes parents avaient faits à l'école le garantissaient. Le jour où la lettre d'acceptation est arrivée, mes parents ont organisé un dîner pour 20 de leurs amis les plus proches, où j'ai été exhibé comme un trophée. Elle obtiendra son diplôme et rejoindra Henri au cabinet, a annoncé ma mère pendant que je restais là, souriant si fort que mes joues me faisaient mal. Ces 2 premières années à l'ESSEC ont été un exercice de désespoir tranquille. J'excellais dans mes cours mais je me sentais comme une impostrice dans ma propre vie. Ma colocataire, Clara, a remarqué comment je regardais avec envie les étudiants en art avec leurs appareils photo et leurs carnets de croquis, se prélassant sur la pelouse du campus avec une liberté que je ne pouvais imaginer. Pourquoi ne pas prendre une option en photographie, a-t-elle suggéré. La pensée m'a terrifié et excité à la fois. Chaque fois que j'appelais à la maison,
mon père me demandait immédiatement des nouvelles de mes cours de commerce, et je rapportais consciencieusement mes excellentes notes tout en omettant toute mention de ma dépression grandissante. La nuit, je sortais parfois l'appareil photo que papy Guillaume m'avait donné, qui prenait maintenant la poussière dans mon placard, et je parcourais les photos de nature que j'avais prises des années plus tôt. Dans ces moments, je sentais une étincelle de la personne que j'aurais pu être si j'avais été assez courageuse pour choisir ma propre voie. À la fin de ma 2e année, le centre de santé du campus m'a prescrit des antidépresseurs. Le psychiatre a gentiment suggéré que peut-être ma filière d'études n'était pas en phase avec mon moi authentique. J'ai hoché la tête poliment et pris l'ordonnance, sachant que changer de cap n'était pas une option. Le poids des attentes familiales et de la dépendance financière était trop lourd à défier. Je ne savais pas encore qu'un programme d'études d'été à venir allait tout changer, déclenchant des événements qui allaient finalement me forcer à choisir entre la sécurité financière et la liberté personnelle, avec des conséquences qui allaient remodeler non seulement ma vie, mais toute la dynamique de ma famille. L'été précédant ma 3e année, je me suis inscrite à un programme de stage en entreprise qui incluait un voyage de 2 semaines dans les Alpes pour étudier les pratiques d'entreprise durable. C'était la première fois que mes parents me permettaient de voyager si loin seul, et uniquement parce que c'était directement lié à ma filière commerciale et que cela ferait bonne impression sur mon CV. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que j'admettais à peine à moi-même, c'était à quel point j'aspirais désespérément à être loin de leur influence, même brièvement. Les Alpes ont tout changé. Notre groupe a visité une réserve naturelle où un photographe invité documentait des espèces menacées pour National Geographic. Il s'appelait Michel Fournier, et le voir travailler, c'était comme assister à quelqu'un parlant une langue que j'avais oublié connaître. La façon dont il attendait patiemment pendant des heures pour capturer un gypaète barbu en plein vol, sa révérence silencieuse pour les animaux, la passion dans sa voix lorsqu'il expliquait comment la photographie pouvait soutenir les efforts de conservation, tout cela a réveillé quelque chose qui dormait en moi depuis des années. Pendant notre journée libre, Michel m'a remarqué, restant en retrait après sa présentation, et m'a proposé de l'accompagner pour une séance de prise de vue. J'ai passé cette journée à crapahuter sur un terrain marécageux. Mes chaussures de luxe étaient ruinées, mais mon cœur s'envolait. Quand il a regardé les quelques clichés que j'avais réussi à prendre avec mon téléphone, il est devenu très silencieux. « Vous avez l'œil » a-t-il dit finalement. « Un œil rare. La façon dont vous capturez l'émotion de ces animaux. Avez-vous étudié la photographie ?» J'ai secoué la tête, expliquant les attentes de mes parents et mon parcours commercial. Il a écouté sans jugement, puis m'a tendu sa carte. « Votre école a un excellent programme d'art visuel. Tous ceux qui prennent des photos ne sont pas photographes, mais je pense que vous l'êtes. Ne gâchez pas ça. » Je suis retourné à l'école avec un secret brûlant dans ma poitrine. Pendant 2 semaines, j'ai fait des recherches sur le programme de photographie et de journalisme, découvert que je pouvais transférer des crédits, et même rencontré la professeure Diane Forêt du département des arts visuels, qui a examiné mon portfolio limité avec une excitation croissante. « C'est extraordinaire, surtout pour quelqu'un sans formation formelle », a-t-elle dit en s'attardant sur une photo que j'avais prise d'un renard arctique, ses yeux contenant une mélancolie presque humaine. « Vous capturez quelque chose que la plupart des photographes passent des années à apprendre à voir. » Avec les encouragements de la professeure Forêt, j'ai élaboré un nouveau plan d'études et me suis préparé à en parler à mes parents. J'ai choisi les vacances de la Toussaint, pensant que l'esprit des fêtes pourrait adoucir le choc. J'avais tort. À l'instant où j'ai mentionné le changement de filière, la fourchette de ma mère a cliqueté contre son assiette. Le visage de mon père a pris une teinte de rouge que je n'avais jamais vue auparavant. Ce qui a suivi a été 2 heures de colère croissante, de déception et, finalement, de menaces. Nous payons 50 000 € par an pour que tu deviennes une professionnelle du commerce, pas pour que tu chasses des marmottes avec un appareil photo, a dit mon père, sa voix dangereusement calme. La photographie est un passe-temps pour femmes au foyer désœuvrées, pas une carrière pour notre fille, a ajouté ma mère, son ton indiquant clairement ce qui était le pire à ses yeux. Quand j'ai essayé d'expliquer la composante journalistique du programme et les carrières potentielles, mon père a frappé la table de sa main. Assez. Si tu poursuis cette idée ridicule, nous te couperons les vivres complètement. Pas de frais de scolarité, pas d'appartement, pas de voiture, pas d'argent de poche. On verra bien si ton appareil photo te nourrit. L'ultimatum flottait dans l'air entre nous. J'ai regardé leur visage, durci par la certitude que je céderais, comme toujours, et je l'ai fait. À la fin de la soirée, je m'étais excusé pour cette folie passagère et avais promis de rester concentré sur mon diplôme de commerce. Je suis retourné à l'école,
vaincu, mais pas complètement brisé. Avec le soutien continu de la professeure Forêt, je me suis secrètement inscrite à 2 cours de photographie, payant avec l'argent que je gagnais en travaillant à temps partiel à la librairie du campus. J'ai dit à mes parents que j'avais rejoint un concours d'études de cas qui exigeait des heures supplémentaires. Ces cours sont devenus mon sanctuaire. Pendant 6 heures chaque semaine, j'étais vraiment moi-même, apprenant la composition, la lumière et les aspects techniques de la photographie qui m'avaient toujours semblé mystérieux. Mes projets recevaient constamment les meilleures notes, la professeure Forêt me poussant à développer mon style unique qui capturait la vie émotionnelle cachée des animaux et des espaces naturels. À la fin de ma 3e année, j'avais vendu ma première photographie à un magazine de nature locale. Le chèque était modeste, juste 150 €, mais je l'ai quand même encadré, le cachant dans mon placard où mes parents ne regarderaient jamais. Pendant mes appels hebdomadaires avec Papy Guillaume, j'ai prudemment partagé mes études secrètes. Au lieu de désapprobation, j'ai trouvé un soutien enthousiaste. Ta grand-mère était aussi une artiste, tu sais, m'a-t-il dit. Elle y a renoncé pour être l'épouse convenable que ma génération attendait. C'était son plus grand regret. Il a commencé à m'envoyer de petites sommes d'argent, soi-disant pour des livres et des fournitures, mais avec un clin d'œil qui me disait qu'il savait exactement quelle fourniture j'achetais. À l'approche de ma dernière année, je menais une double vie, l'étudiante en commerce obéissante que mes parents finançaient et attendaient, et la photographe passionnée que je devenais pendant des heures volées. La pression était énorme. J'ai perdu du poids, j'avais du mal à dormir et je me sentais constamment anxieuse à l'idée d'être découverte. Pourtant, dans ces moments où j'étais derrière l'appareil photo, je ressentais une clarté et un but qui rendaient la tromperie valable. Ce que je ne réalisais pas, c'est que le temps était compté d'une manière que je n'aurais pas pu anticiper. Et bientôt, je serais forcé de faire des choix qui détermineraient non seulement ma carrière, mais aussi les dynamiques de pouvoir fondamentales qui avaient défini ma famille depuis des décennies. Le jour de la remise des diplômes est arrivé avec toute la pompe et la cérémonie que mes parents chérissaient. Ils sont arrivés en jet privé familial, emmenant plusieurs de leurs amis pour assister à ce que ma mère appelait le couronnement de notre succès parental. Je me tenais sur la scène, acceptant mon diplôme de commerce avec mention, vêtu de la robe Dior conservatrice que ma mère avait choisie, me sentant comme une actrice dans la pièce de quelqu'un d'autre. La professeure Forêt était assise parmi le corps enseignant, m'adressant un petit sourire triste qui transmettait à la fois des félicitations et des regrets pour ce qui aurait pu être. Le dîner de célébration ce soir-là a eu lieu dans le restaurant le plus exclusif de Paris, où mon père a commandé des bouteilles de champagne à 2000 € et a porté un toast à mon brillant avenir dans la finance. Les offres d'emploi avaient déjà afflué de plusieurs cabinets prestigieux, toutes facilitées par les relations de mon père. J'avais accepté un poste chez Duval et Associés, ce qui avait énormément plu à mes parents. Personne n'a mentionné ma photographie ou ne m'a demandé ce que je voulais vraiment. Cette partie de moi restait invisible pour tout le monde, sauf pour Papy Guillaume, qui avait été trop malade pour assister à la cérémonie. Le lendemain matin, pendant que mes parents prenaient un brunch avec des amis, je me suis éclipsé pour rendre visite à Papy Guillaume chez lui. Sa santé déclinait depuis des mois, un fait que mon père reconnaissait avec un détachement professionnel, plus préoccupé par la planification de la succession que par le confort de son père. Quand je suis arrivé, j'ai été choqué de voir à quel point il s'était détérioré depuis ma dernière visite. L'homme robuste qui m'avait appris à pêcher et à investir était maintenant frêle, sa peau presque translucide contre le lit d'hôpital blanc qui avait été installé dans son bureau. « La voilà, ma petite fille préférée, dit-il, sa voix plus faible mais ses yeux toujours vifs. « Je suis ta seule petite fille, répondis-je. Notre salutation habituelle. C'est pourquoi je n'ai jamais eu à mentir en disant que tu es ma préférée. » Sa tentative de rire se transforma en une quinte de toux qui sembla secouer tout son corps. Après avoir repris son souffle, il m'a fait signe de m'approcher et a pris ma main. « Je ne suis pas fier de mon fils, dit-il simplement. Henri a oublié tout ce que je lui ai appris sur ce qui compte dans la vie. Il croit que les comptes en banque mesurent le succès. Moi, je crois que c'est le bonheur. » J'ai essayé de défendre mon père par habitude, mais Papy Guillaume a balayé mon argument d'un geste de la main. J'ai pris des dispositions, Amélie. Quand je ne serai plus là, tu comprendras. Promets-moi juste une chose, le moment venu, sois plus courageuse que je ne l'ai été. J'ai trop donné à Henri sans assez de conseils. Je ne ferai pas cette erreur avec toi. Je n'ai pas tout à fait compris ce qu'il voulait dire à ce moment-là, mais j'ai promis quand même, les larmes coulant sur mon visage. Il a serré ma main avec une force surprenante. Ton appareil photo n'est pas juste un outil, Amélie.
C'est ta voix. Ne les laisse plus la faire taire. 2 semaines après mon diplôme, j'ai commencé mon travail chez Duval et Associés. Le bureau n'était que vert étincelant et voix feutrée, avec tout le monde habillé de costumes conservateurs presque identiques. Mon bureau d'angle avait une vue sur la tour Eiffel, une plaque nominative qui incluait Famille Dubois sous mon nom pour rappeler à tout le monde mes relations, et un salaire de départ dont mes amis d'université ne pouvaient que rêver. J'ai été malheureuse dès le premier jour. Le travail était abrutissant malgré sa complexité. Je passais mes journées à analyser les tendances du marché, à assister à des réunions de clients où je parlais peu mais étais présenté comme le jeune talent brillant du cabinet, et à essayer de ne pas regarder l'horloge. Les soirs et les week-ends, que mes collègues passaient à réseauter ou à préparer la semaine suivante, je les passais à prendre des photos au bois de Boulogne ou le long de la Seine, capturant des moments de beauté naturelle qui semblaient de plus en plus éloignés de mon existence quotidienne. Mes parents, quant à eux, avaient interprété mon emploi comme une permission d'accroître leur contrôle sur d'autres aspects de ma vie. Ils ont insisté pour que j'achète un appartement à Saint-Germain-des-Prés plutôt que celui dans le Marais que je préférais, allant jusqu'à verser eux-mêmes la compte pour que je ne fasse pas un mauvais investissement. Ils passaient au crible les hommes que je fréquentais, invitant les candidats potentiels à dîner et évaluant ouvertement leurs relations familiales et leurs perspectives de carrière. Quand j'ai montré de l'intérêt pour Jordan, un architecte talentueux à la réputation grandissante mais issu de la classe moyenne, ma mère m'a prise à part et m'a expliqué que je devais me marier dans notre milieu social ou au-dessus. L'arrangement tacite était clair, en échange d'avantages financiers et de privilèges sociaux, je renonçais à mon autonomie. Toute résistance était accueillie par des rappels subtils de tout ce qu'ils avaient fourni et continuaient de fournir, l'acompte de mon appartement, les relations qui m'avaient assuré mon poste, les invitations à des événements sociaux où des personnes importantes seraient présentes. Chaque cadeau était une chaîne, magnifiquement emballée mais néanmoins contraignante. 6 mois après le début de cette vie soigneusement planifiée, j'ai rencontré Jean-Christophe lors d'un gala de charité auquel ma mère avait insisté pour que j'assiste. Contrairement aux autres hommes présents qui parlaient sans cesse de leurs fonds spéculatifs ou de leur cabinet d'avocats, Jean-Christophe parlait de ses voyages en tant que journaliste couvrant les questions environnementales à travers le monde. Sa passion me rappelait Michel Fournier des Alpes, mais avec une intensité qui lui était propre. Quand il m'a demandé ce que je faisais en dehors de gérer l'argent des autres, je me suis surprise à lui parler de ma photographie. Encore plus surprenant, il a demandé à voir mon travail. Nous nous sommes éclipsés du gala pour nous rendre dans un café voisin où je lui ai montré nerveusement mon portfolio sur mon ordinateur portable. Il a étudié chaque image avec un intérêt sincère, posant des questions sur ma technique et mon inspiration. « Vous ne devriez pas porter ce tailleur », a-t-il dit finalement, en désignant ma tenue de créateur. « Vous devriez être sur le terrain, à montrer aux gens ce que vous voyez à travers cet objectif. » Pour la première fois, j'ai admis à voix haute ce que je n'avais fait que penser, je le veux. Je ne sais juste pas comment me libérer. Notre conversation a duré jusqu'à la fermeture du café. Jean-Christophe m'a parlé d'une prochaine expédition pour photographier des espèces menacées en Tanzanie. L'organisation cherchait un photographe supplémentaire, quelqu'un avec une perspective unique. Votre travail a cette qualité émotionnelle qu'il recherche, a-t-il dit. Vous faites en sorte que les gens se soucient de ces animaux. La date limite de candidature était dans 1 semaine. L'expédition durerait 3 mois et nécessiterait un équipement spécialisé que je ne possédais pas. Le coût total, incluant l'équipement et les frais de voyage, serait d'environ 15 000 €. C'était une fraction de mon salaire annuel, mais mes parents surveillaient mes dépenses de près, ayant insisté pour m'aider à gérer mes finances en tant que jeune professionnel. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai fait les 100 pas dans mon appartement parfaitement décoré qui ne ressemblait en rien à un foyer, pensant à la Tanzanie, aux lions et aux éléphants vus à travers mon objectif, à me réveiller chaque jour avec un but. Au matin, j'avais décidé de postuler. J'ai travaillé sur ma candidature tous les soirs après avoir quitté le bureau, sélectionnant mes plus belles photos de faune et rédigeant une déclaration passionnée sur la raison pour laquelle cette opportunité correspondait à ma vision en tant que photographe. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un email qui a tout changé. J'avais été accepté. Le directeur de l'expédition a spécifiquement mentionné la profondeur émotionnelle de mon travail comme facteur décisif. La joie et la terreur se sont battues pour la domination alors que je réalisais ce que cela signifiait. Je devrais demander un congé sans solde, affronter mes parents et trouver un moyen de financer l'équipement dont j'avais besoin. La première étape semblait la plus gérable, demander à mes parents un prêt pour acheter du matériel photo professionnel. J'étais une adulte avec un travail bien rémunéré. Sûrement,
ils verraient cela comme une demande raisonnable. J'ai programmé un dîner chez eux, préparé une présentation sur le prestige de l'expédition et les opportunités de carrière qu'elle pourrait créer, et suis arrivé avec un optimisme inhabituel. Je n'avais aucune idée que je marchais vers la confrontation qui allait finalement faire voler en éclats la structure de pouvoir de notre famille pour toujours. La soirée a commencé assez agréablement. Le chef de la famille avait préparé la côte de bœuf préférée de mon père, et ma mère était de bonne humeur après avoir reçu une invitation à présider un bal de charité exclusif. J'ai attendu le dessert, quand tous deux étaient détendus et satisfaits, avant d'annoncer ma nouvelle. J'ai été sélectionné pour une prestigieuse expédition de photographie de la faune en Tanzanie, ai-je commencé, en essayant de garder ma voix stable. C'est un honneur incroyable. Ils ne choisissent que 5 photographes parmi des centaines de candidats. La cuillère de mon père s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Le sourire de ma mère s'est figé. Aucun des deux n'a parlé, alors j'ai continué, expliquant l'objectif de conservation de l'expédition, les organisations de protection de la faune respectées et impliquées, et comment cela pourrait m'établir comme une photographe sérieuse tout en maintenant ma carrière financière. J'aurais besoin de 3 mois d'absence de Duval et associés, ce que mon manager a provisoirement approuvé comme congé sabbatique. Le seul obstacle est l'équipement. Je dois investir dans des appareils photo et des objectifs de qualité professionnelle. J'ai sorti la liste soigneusement préparée avec les coûts. Tu ne peux pas être sérieuse, m'a interrompu ma mère, sa voix douce mais dangereuse. C'est encore cette histoire de passe-temps photographique ridicule. Je pensais que nous avions dépassé ces enfantillages. Ce n'est pas un passe-temps, maman. C'est ma passion, et je suis doué. Vraiment doué. Le comité de sélection a dit que mon travail avait une profondeur émotionnelle inhabituelle. Mon père a posé son verre de vin avec une précision délibérée. Amélie, tu as une responsabilité envers le nom de la famille. Prendre de jolies photos d'animaux peut t'amuser, mais cela ne fait rien pour l'héritage des Dubois. Ta position chez Duval n'est que le début de ce que nous avons prévu pour toi. Ce que vous avez prévu pour moi, ai-je corrigé doucement. Mais qu'en est-il de ce que je prévois pour moi-même? La tension est montée alors que j'expliquais que je voulais poursuivre la photographie parallèlement à ma carrière en finance, pas abandonner l'un pour l'autre. Je leur ai montré mon portfolio sur ma tablette, soulignant les publications qui avaient déjà présenté mon travail. Ils ont à peine jeté un coup d'œil aux images, leurs expressions se durcissant à chaque tentative de leur faire comprendre. Finalement, je suis arrivé à la demande que j'étais venu faire. J'ai besoin de 15 000 € pour l'équipement. C'est un investissement dans mon avenir. Je peux le rembourser avec mon salaire au cours de l'année prochaine. Le rire de ma mère était comme de la glace qui se fissure. Un investissement dans quoi exactement? Des vacances en safari où tu peux jouer à la photographe de National Geographic? Ce n'est pas un jeu. C'est la poursuite de quelque chose qui a du sens pour moi. Nous ne t'avons pas élevé pour que tu poursuives des rêves futiles, a dit mon père. Nous t'avons élevé pour que tu construises sur les fondations que nous avons créées. Des fondations que je n'ai jamais demandées, ai-je répondu, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. Ma mère a posé sa serviette et m'a fixé avec ce regard froid que je craignais depuis l'enfance. Nous ne sommes plus ta banque, a-t-elle lancé, sa voix tranchante et pleine de suffisance. Tu as un travail. Tu as un fonds en fiducie auquel tu pourras accéder à 35 ans. Si tu veux gaspiller de l'argent en appareil photo, utilise le tien. Toute ma vie, vous avez utilisé l'argent pour me contrôler, mon éducation, ma carrière, ma maison. Rien n'a jamais été vraiment mon choix. Et regarde comme tu as bien tourné, a rétorqué mon père. Tout ce que tu as, c'est grâce à nous. Non, dis-je en me levant. Tout ce que je suis, c'est malgré vous. Je suis parti cette nuit-là, leur refus résonnant dans mes oreilles et un sentiment de vide dans ma poitrine. Non seulement ils avaient refusé ma demande de prêt, mais ils avaient aussi menacé de contacter la direction de Duval et Associés pour bloquer ma demande de congé sabbatique. Alors que je rentrais à mon appartement, les larmes brouillaient ma vision, et pour la première fois, une véritable colère a remplacé la déception et la résignation que je ressentais habituellement après ces confrontations. Le lendemain matin a apporté une nouvelle qui a tout changé. L'avocat de la famille, Sébastien Meunier, a appelé pour m'informer que papy Guillaume était décédé paisiblement dans son sommeil. Le chagrin m'a frappé comme un coup physique. La seule personne qui m'avait vraiment vu, qui avait encouragé ma passion et cru en mon potentiel, était partie.
Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard à la grande église où des générations de membres de la famille Dubois s'étaient mariés et avaient été enterrés. Mon père a prononcé un éloge funèbre qui parlait d'héritage et de sens des affaires, mais mentionnait peu la gentillesse, l'humour ou la sagesse de Papy Guillaume. Pendant le service, j'ai remarqué que mes parents échangeaient des chuchotements, leurs yeux se tournant parfois vers Sébastien Meunier, qui était assis stoïquement au premier rang. À la réception qui a suivi, alors que mes parents circulaient parmi l'élite parisienne venue présenter ses condoléances, je me suis assise seule dans le jardin, me remémorant les après-midi tranquilles avec Papy Guillaume, ses explications patientes sur la façon de capturer la lumière avec un appareil photo, son intérêt sincère pour mes espoirs et mes rêves. Sébastien s'est approché de moi là, son comportement habituellement formel adouci par une sympathie sincère. Votre grand-père parlait souvent de vous, mademoiselle Dubois, avec une grande fierté. J'ai essuyé mes larmes. Il était le seul qui me connaissait vraiment. Sébastien a hoché la tête pensivement. Peut-être plus que vous ne le pensez. Il m'a demandé de vous donner ceci après les funérailles. Il m'a tendu une enveloppe avec mon nom écrit de la main distinctive de Papy Guillaume. De plus, il y a une réunion demain à 10 h à mon bureau concernant la succession. Votre présence est requise. Je m'attendais à ce que la note contienne des sentiments personnels, un dernier au revoir. Au lieu de cela, elle ne contenait qu'une seule ligne, souviens-toi de ta promesse d'être courageuse. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau de Sébastien pour trouver mes parents déjà assis dans la salle de conférence, les visages tendus par l'anticipation. Mon père avait été l'enfant unique de son père et son héritier présumé. L'entreprise familiale avait été vendue des années auparavant, mais la fortune personnelle de Papy Guillaume était substantielle, estimée de manière prudente à environ 50 millions d'euros. Sébastien est entré précisément à 10 h, portant un porte-document en cuir. Après avoir exprimé ses condoléances, il est allé droit au but. Je vais maintenant lire le dernier testament de Guillaume Charles Dubois. Ce qui a suivi n'était rien de moins que révolutionnaire. Papy Guillaume avait légué 10% de sa succession à diverses associations de conservation. 10% supplémentaires étaient répartis entre les membres fidèles du personnel. Les 80% restants, ainsi que toutes les propriétés et possessions personnelles, étaient placés dans une fiducie familiale avec des instructions très spécifiques. À ma petite-fille, Amélie Elisabeth Dubois, je lègue le poste d'unique fiduciaire avec un contrôle discrétionnaire total sur tous les actifs et distributions. Le visage de mon père a perdu toute couleur. La bouche de ma mère est tombée, choquée. Sébastien a continué à lire les termes, qui incluaient des allocations mensuelles pour mes parents, ajustables à ma discrétion en tant que fiduciaire, à condition qu'ils respectent certaines conditions comportementales décrites dans des annexes détaillées. C'est scandaleux, a finalement balbutié mon père. Je suis son fils, son seul enfant. Et pourtant, a répondu calmement Sébastien. Monsieur Dubois était sain d'esprit et de corps lorsqu'il a révisé son testament l'année dernière. Ses volontés sont juridiquement contraignantes. Alors que la réunion se poursuivait, Sébastien a expliqué les subtilités de la fiducie. Je travaillerai en étroite collaboration avec le gestionnaire de la fiducie, Antoine Paris, qui s'occuperait des opérations quotidiennes, mais toutes les décisions majeures nécessiteraient mon approbation. Cela incluait toute dépense demandée par mes parents au-delà de leur allocation de base. Mes parents ont quitté le bureau de Sébastien sans me parler, leur fureur palpable dans la raideur de leurs épaules. Je suis resté, essayant de digérer ce changement sismique dans notre dynamique familiale. Sébastien m'a offert un thé et un moment pour rassembler mes esprits. Votre grand-père s'inquiétait des valeurs de vos parents et de leur influence sur vous, a-t-il expliqué doucement. Il voyait en vous une bonté et une intégrité qu'il craignait qu'ils n'éteignent avec le temps. Mais pourquoi me donner ce pouvoir ? Je ne connais rien à la gestion d'une telle somme d'argent. C'est pour cela qu'Antoine et moi sommes là. Mais les décisions morales, les valeurs qui guident l'utilisation de cette richesse, il vous les a confiées à vous seul. J'ai quitté le bureau de Sébastien avec un étrange mélange de chagrin, de pouvoir et d'appréhension. Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré avec un SMS d'Antoine Paris. Vos parents ont demandé leur première allocation mensuelle en avance. Montant, 20 000 euros. Raison invoquée, détresse émotionnelle. Approuvé. À ce moment-là, assise à un feu rouge, le poids de ma nouvelle responsabilité s'est abattu sur mes épaules. J'ai pensé au dîner 2 soirs auparavant, au mépris suffisant de ma mère, aux dictats autoritaires de mon père. J'ai pensé à des années de manipulation émotionnelle déguisée en préoccupation parentale.
J'ai pensé à la dernière note de Papy Guillaume, souviens-toi de ta promesse d'être courageuse. J'ai tapé un seul mot, refusé. La réponse a été immédiate et explosive. Dans les 20 minutes qui ont suivi l'envoi de ce texto, mon téléphone a commencé à sonner sans cesse. D'abord mon père, puis ma mère, puis leur avocat de famille. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale, ayant besoin de temps pour me préparer à la confrontation que je savais imminente. C'était un territoire inexploré pour moi, tenant tête aux 2 personnes qui avaient contrôlé chaque aspect de ma vie depuis ma naissance. Quand la sonnette a retenti 1 heure plus tard, j'ai pris une profonde inspiration avant d'ouvrir. Mes 2 parents se tenaient dans le couloir, leur visage déformé par une rage que je n'avais jamais vue dirigée contre moi auparavant. « Comment oses-tu » a sifflé mon père alors qu'il me bousculait pour entrer dans le salon. « Comment oses-tu refuser notre demande ? Nous t'avons élevé » a ajouté ma mère, sa voix tremblant d'indignation. « Nous t'avons tout donné, et c'est comme ça que tu nous remercies. » Je leur ai fait signe de s'asseoir, mais ils sont restés debout, trop agités pour observer les protocoles sociaux normaux. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu de la peur sous leur colère. Ils étaient soudainement dépendants de moi, et ce renversement des rôles les avait ébranlés jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. 20 000 €, c'est excessif, ai-je dit, en gardant ma voix égale, surtout compte tenu de notre conversation de l'autre soir, où vous avez clairement indiqué que vous n'étiez pas ma banque. Il semble que la situation se soit inversée. C'est différent, a argumenté mon père. Ça, c'était tes bêtises de photographie frivole. Ici, il s'agit de notre style de vie, de notre statut dans la communauté. Un style de vie au-dessus de vos moyens, apparemment, ai-je répliqué. Sébastien m'a montré les dossiers financiers. Vous dépensez plus que ce que papa gagne depuis des années. La résidence secondaire à Courchevel, le yacht, les abonnements au jet privé, tout cela financé par des prêts réguliers de Papy Guillaume que vous n'avez jamais remboursés. Leurs expressions ont confirmé ce que Sébastien avait révélé lors de notre réunion. Mes parents menaient un style de vie qui projetait une immense richesse tout en comptant secrètement sur la générosité de Papy Guillaume pour le maintenir. Avec sa mort, ils avaient supposé que sa fortune passerait directement à mon père, résolvant ainsi leur surendettement financier. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés dépendants de la fille qu'ils avaient méprisée. Nous avions un accord avec mon père, a dit mon père sèchement. Il savait que ces prêts étaient essentiellement des avances sur mon héritage. Ce n'est pas ce que ces dossiers indiquent, ai-je répondu. Et clairement pas ce qu'il avait l'intention de faire avec son testament. Ma mère a changé de tactique, sa colère cédant la place à une vulnérabilité calculée que je l'avais vue déployer d'innombrables fois lors d'événements caritatifs. Ma chérie, nous nous adaptons encore à la perte. Ton grand-père voudrait que nous soyons à l'aise pendant cette période difficile. Grand-père voulait beaucoup de choses, ai-je convenu. Il voulait que je poursuive la photographie. Il voulait que notre famille valorise plus que l'argent et le statut. Il voulait que je sois assez courageuse pour briser le cycle du contrôle financier. Tu ne peux absolument pas comprendre ce qu'implique le maintien de notre position dans la société, a dit mon père avec dédain. Peut-être pas, mais je comprends ce que ça fait d'avoir ses rêves rejetés comme étant futiles tout en vous regardant dépenser des milliers d'euros en vin et en abonnement de golf. La conversation a tourné en rond pendant une autre heure, leurs exigences se transformant progressivement en négociations, puis en supplications, et enfin en menaces à peine voilées. Nous contesterons le testament, a déclaré mon père. Aucun juge ne maintiendra cette manipulation d'outre-tombe. Sébastien m'avait préparé à cette éventualité. Le testament inclut une clause de non-contestation, leur ai-je rappelé. Si vous le contestez et perdez, vous perdez tout. Étant donné la documentation méticuleuse de Papy Guillaume sur ses préoccupations concernant votre jugement financier, vos chances ne sont pas bonnes. Alors qu'il partait enfin, vaincu mais loin d'accepter la situation, ma mère s'est arrêtée à la porte. Tu le regretteras, Amélie. La famille devrait passer en premier. Je suis d'accord, ai-je dit doucement. C'est pourquoi je ne peux pas cautionner des comportements qui ont déchiré cette famille. Après leur départ, j'ai appelé Antoine et organisé une allocation mensuelle raisonnable pour mes parents, suffisante pour vivre confortablement, mais pas de manière extravagante, le premier paiement devant commencer le mois suivant. Puis j'ai contacté Sébastien et fixé une réunion pour discuter de mes prochaines étapes. 2 jours plus tard, assise dans le bureau de Sébastien avec Antoine, j'ai exposé mon plan. Premièrement, je prendrai le congé sabbatique de Duval et Associés pour l'expédition en Tanzanie, en investissant dans le matériel photo dont j'avais besoin avec mes propres nouveaux fonds.
Deuxièmement, j'établirai des limites claires avec mes parents, en maintenant notre relation mais en mettant fin au cycle de manipulation financière. Troisièmement, j'explorerai comment la fiducie pourrait soutenir les efforts de conservation de la faune, honorant ainsi les valeurs de Papy Guillaume. Sébastien a hoché la tête avec approbation. Votre grand-père serait ravi. Il était particulièrement soucieux que vous trouviez votre propre voie, pas celle que vos parents vous prescrivaient. J'ai été surprise par ce qu'il a fait, ai-je admis. Me donner autant de contrôle semblait extrême. Antoine a ouvert un dossier et a fait glisser un document sur le bureau. Ceci pourrait vous aider à comprendre. C'est une lettre que votre grand-père a écrite à votre père il y a 5 ans, exprimant ses inquiétudes concernant ses décisions financières et ses valeurs. La réponse est jointe. La lettre était réfléchie et aimante, mais ferme, soulignant l'inquiétude de Papy Guillaume que mon père était devenu trop concentré sur les apparences et le statut au détriment de la substance et du caractère. La réponse de mon père était dédaigneuse et défensive, suggérant que Papy Guillaume était déconnecté des réalités de la société moderne. Il y a eu de nombreux échanges de ce type, a expliqué Sébastien. Votre grand-père a essayé pendant des années de guider votre père vers une relation plus saine avec la richesse. Quand il a vu ces mêmes schémas vous être imposés, il s'est senti obligé d'intervenir. En quittant la réunion, j'ai senti une nouvelle détermination se renforcer en moi. Il ne s'agissait pas de punir mes parents, mais de briser un schéma générationnel de richesse toxique. Papy Guillaume ne m'avait pas seulement donné le pouvoir financier, mais aussi l'opportunité de redéfinir ce que notre famille valorisait. Cet après-midi-là, j'ai soumis ma demande officielle de congé sabbatique de 3 mois à Duval et Associés, demandé un passeport en procédure accélérée et commandé le matériel photo que j'avais si minutieusement recherché au cours de l'année écoulée. Chaque action ressemblait à une déclaration d'indépendance, un pas vers la personne que j'avais toujours voulu être, mais que je n'avais jamais eu le courage de devenir. Mes parents ont fait plusieurs tentatives pour reprendre le contrôle dans les semaines qui ont suivi. Ils ont envoyé des amis de la famille pour me raisonner. Ils ont essayé de faire appel au conseil d'administration de Duval et Associés pour bloquer mon congé sabbatique. Ils ont même tenté de contacter Antoine directement pour contourner mon autorité. Chaque effort a échoué, se heurtant aux limites calmes mais fermes que j'apprenais à établir. La nuit avant mon départ pour la Tanzanie, j'ai reçu un dernier texto de mon gestionnaire de fiducie. Vos parents ont demandé 15 000 € supplémentaires pour un voyage de dernière minute en Europe afin de se remettre de leur détresse émotionnelle. Approuvé? En regardant mes valises faites, le nouvel équipement photo que j'avais acheté moi-même, et l'itinéraire d'une expédition qui représentait mon premier choix véritablement indépendant, j'ai ressenti un calme inattendu. J'ai tapé le refuser sans hésitation, puis j'ai ajouté une note personnelle. Je pars pour la Tanzanie demain. J'espère qu'à mon retour, nous pourrons commencer à bâtir une relation plus saine, basée sur le respect plutôt que sur la dépendance financière. Alors que mon avion décollait le lendemain matin, j'ai regardé Paris disparaître sous les nuages et j'ai senti le poids de 32 ans d'attente se lever de mes épaules. Pour la première fois de ma vie, je volais vers quelque chose que j'avais entièrement choisi pour moi-même. La Tanzanie a été tout ce que j'avais espéré, et plus encore. L'équipe de l'expédition était composée de 5 photographes, 3 biologistes de la faune et des guides locaux qui connaissaient le terrain intimement. Nous avons passé des jours à suivre des rhinocéros noirs en voie de disparition à travers le Serengeti, documentant leur comportement et les menaces environnementales auxquelles ils étaient confrontés. Je me réveillais avant l'aube chaque matin, appareil photo prêt, le cœur battant de détermination et de passion plutôt que d'anxiété. Mes collègues photographes, tous des professionnels établis, m'ont d'abord regardé avec une curiosité teintée de scepticisme. La cadre financière devenue photographe animalière était un récit inhabituel, mais alors que nous travaillions côte à côte, ma perspective unique a commencé à gagner leur respect. Alors qu'ils se concentraient sur la perfection technique, je cherchais la connexion émotionnelle, attendant patiemment les moments où les animaux révélaient quelque chose de presque humain dans leurs expressions. « Tu as un don pour capturer l'âme », m'a dit Elisa, notre chef d'expédition, après avoir examiné mes clichés d'une mère éléphant protégeant son petit. La plupart des photographes mettent des années à développer cette sensibilité. Loin des pressions sociales de Paris et des attentes de mes parents, je me suis senti me transformer d'une manière qui allait au-delà de mes compétences en photographie. Je suis devenue plus confiante pour exprimer mes opinions lors des discussions de groupe. J'ai appris à faire confiance à mes instincts en matière de lumière et de composition plutôt que de remettre en question chaque décision. J'ai découvert une résilience que je ne me connaissais pas, marchant des kilomètres avec un équipement lourd, endurant des averses tropicales et une chaleur torride sans me plaindre.
Chaque semaine, j'envoyais des photographies sélectionnées à Sébastien, qui avait proposé de gérer la communication avec mes parents pendant mon absence. Leur réponse initiale avait été un silence froid, mais à la fin du premier mois, Sébastien a signalé un changement subtil. Ma mère avait demandé à voir plus de mon travail. Mon père s'était enquis de mon bien-être pendant la saison des pluies. À mi-parcours de l'expédition, Jean-Christophe nous a rejoints pour 2 semaines, couvrant les efforts de conservation pour un magazine environnemental. Le revoir dans ce contexte, où j'étais pleinement moi-même plutôt que la version que mes parents avaient façonnée, a déclenché une connexion qui ne ressemblait à aucune relation que j'avais connue auparavant. Il me voyait, la vraie moi, et y trouvait de la valeur sans référence à mon nom de famille ou à mon statut financier. « Tu as l'air différente », a-t-il observé alors que nous suivions une troupe de lions au coucher du soleil, plus vivante. « Je me sens différente », ai-je admis, comme si j'étais enfin la personne que j'étais censé être. Lors de ma dernière nuit en Tanzanie, notre équipe a célébré la réussite de l'expédition avec un dîner sous les étoiles. Elisa a annoncé que National Geographic avait exprimé son intérêt pour la publication d'une série de mes photographies dans son prochain numéro, axé sur la vie émotionnelle des espèces menacées. L'équipe a porté un toast à mon succès, et pour une fois, j'ai accepté leur louange sans dérobade ni malaise. Cette nuit-là, allongé dans ma tente et écoutant les sons lointains de la faune, j'ai rédigé un email à la direction de Duval et Associés, démissionnant respectueusement de mon poste. Il était temps de m'engager pleinement sur la voie que j'avais découverte, d'honorer mon don plutôt que de l'enterrer sous des attentes qui n'avaient jamais été les miennes. Je suis rentré à Paris 3 mois plus tard, une personne différente, confiante, déterminée et claire sur mes limites. La première rencontre avec mes parents a été tendue, mais sans la confrontation explosive que j'avais redoutée. Ils étaient assis avec raideur dans mon appartement, examinant les photographies que j'avais affichées sur les murs avec des expressions mêlant admiration réticente et ressentiment persistant. National Geographic, a dit ma mère, en touchant finalement le magazine qui présentait mon travail. Je suppose que c'est assez prestigieux. Ça l'est, ai-je convenu, ne cherchant ni n'exigeant son approbation, mais reconnaissant cette petite branche d'olivier. L'organisation de conservation m'a demandé de continuer à documenter les espèces menacées à travers le monde. Mon père a froncé les sourcils. Et comment vas-tu subvenir à tes besoins exactement? La photographie n'est pas vraiment une carrière stable. J'ai expliqué les arrangements financiers que j'avais pris avec l'aide de Sébastien et d'Antoine. Une partie de la fiducie me fournirait un revenu modeste mais confortable pendant que j'établissais ma carrière de photographe. J'avais déjà reçu des commandes de 3 grandes organisations de conservation et je prévoyais des expositions à New York et à Londres. Quant à votre allocation mensuelle, ai-je continué, abordant le sujet délicat, elle reste telle qu'établie précédemment, raisonnable, pas excessive. Si vous souhaitez maintenir votre style de vie actuel, papa devra continuer à travailler plutôt que de prendre une retraite anticipée comme vous l'aviez prévu. Ils se sont hérissés à cette mise au point, mais n'ont pas discuté. La dynamique du pouvoir avait fondamentalement changé, et nous le savions tous. Avant de partir, je leur ai remis une invitation à mon premier vernissage à Paris le mois suivant. J'aimerais que vous soyez là, ai-je dit sincèrement. Non pas en tant que mécène ou pour établir des contacts, mais simplement en tant que mes parents, pour voir ce que j'ai créé. Les semaines qui ont suivi ont été remplies de sens alors que j'établissais ma nouvelle vie. J'ai loué un atelier dans un quartier d'artistes, loin de la perfection manucurée de Saint-Germain-des-Prés. J'ai engagé un assistant pour m'aider à gérer l'intérêt croissant pour mon travail. J'ai commencé à sortir sérieusement avec Jean-Christophe, notre relation se développant sans l'ingérence ou le jugement de mes parents. Mon premier vernissage a dépassé toutes les attentes. L'espace était rempli de défenseurs de la conservation, de collectionneurs d'art et de représentants des médias. Mes parents sont arrivés pile à l'heure, impeccablement habillés, mais clairement mal à l'aise dans ce monde inconnu. Ils se sont tenus devant mes photographies, en particulier une image saisissante d'un vieux lion mâle, regardant directement l'objectif avec une dignité profonde, et j'ai vu quelque chose changer dans leurs expressions. Je n'ai jamais compris, a dit ma mère doucement en étudiant l'image. Pourquoi cela compte tant pour toi? Parce que c'est la vérité, ai-je répondu. Pas la surface que nous présentons au monde, mais ce qui se cache en dessous. C'est ce que j'essaie de capturer. À la fin de la soirée, les 3/4 de mes photographies avaient été vendues, un pourcentage des recettes étant consacré à la conservation de la faune. Mon père a regardé les collectionneurs discuter avec enthousiasme de ma technique et de ma vision, et pour la première fois, j'ai entrevu une incertitude dans ses yeux,
la prise de conscience naissante que sa définition du succès était peut-être plus limitée qu'il ne l'avait cru. Au fil des mois, notre dynamique familiale a continué d'évoluer. Mes parents se sont progressivement adaptés à leur nouvelle réalité financière, quittant leur hôtel particulier de Saint-Germain-des-Prés pour un appartement haussmannien toujours charmant mais moins ostentatoire. Mon père, plutôt que de prendre sa retraite, a trouvé un nouveau but en encadrant de jeunes professionnels de la finance, découvrant un talent pour l'enseignement qu'il n'avait jamais exploré. Ma mère a démissionné de plusieurs conseils d'administration caritatifs prestigieux pour se concentrer sur une seule cause qui lui tenait vraiment à cœur, l'éducation artistique pour les enfants défavorisés. Notre relation est restée complexe et parfois difficile, mais la manipulation financière toxique qu'il avait définie pendant des décennies avait disparu. Sans l'argent comme arme, nous apprenions lentement à nous connecter en tant qu'individus, découvrant des aspects les uns des autres que nous n'avions jamais eu le droit de voir. Un an après la mort de Papy Guillaume, j'ai créé la bourse de photographie de conservation Guillaume-Charles Dubois, offrant financement et mentorat aux photographes émergents axés sur les questions environnementales. Cela me semblait être la manière parfaite d'honorer son héritage, non pas par l'accumulation de richesses ou le statut social, mais en créant des opportunités pour que d'autres puissent poursuivre leur passion et leur but. La dernière photographie que j'ai prise en Tanzanie, qui était accrochée dans mon atelier comme un rappel constant, montrait une jeune lionne debout au bord d'une vaste plaine, regardant l'horizon avec une détermination claire. Chaque fois que je la regardais, je me voyais, enfin libre de choisir mon propre chemin, assez forte pour affronter ce qui allait suivre. 2 ans après ce dîner fatidique où ma mère avait déclaré avec suffisance qu'il n'était plus ma banque, ma vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Ma carrière de photographe animalière avait prospéré au-delà de mes espoirs les plus fous, avec 3 expositions internationales, un contrat de livres et des missions régulières pour des organisations de conservation prestigieuses. Plus important encore, j'avais trouvé un but qui me réveillait chaque matin avec excitation plutôt qu'avec angoisse. Le chemin pour en arriver là n'a pas été facile. Apprendre à assumer mon pouvoir, à prendre des décisions basées sur mes propres valeurs plutôt que sur la peur de la désapprobation, a nécessité une vigilance constante contre les anciens schémas. Il y avait encore des jours où je me remettais en question, où les voix critiques que j'avais intériorisées de mes parents me chuchotaient que j'étais insensé ou égoïste. Mais ces voix s'estompaient à chaque succès, à chaque moment de joie authentique. Ma relation avec mes parents a évolué lentement, avec des revers douloureux et des progrès prudents. La première année a été la plus difficile, alors qu'ils s'adaptaient à la nouvelle réalité financière et à la perte de contrôle qu'ils avaient toujours exercée. Il y a eu des appels téléphoniques colériques, des emails culpabilisants et plusieurs fêtes de fin d'année où la tension rendait chaque interaction semblable à la navigation dans un champ de mines. Le tournant est survenu de manière inattendue lors d'un dîner dans leur nouvel appartement, 18 mois après la mort de Papy Guillaume. Mon père, qui avait été inhabituellement silencieux pendant tout le repas, a finalement parlé alors que ma mère servait le café. J'ai reçu une lettre d'un jeune analyste que j'encadre, a-t-il dit en tournant l'enveloppe dans ses mains. Il m'a écrit pour me remercier de l'avoir aidé à comprendre une analyse de marché complexe. Mais ensuite, il a dit quelque chose qui m'a frappé. Il a dit que j'étais le premier cadre supérieur qui avait jamais pris le temps d'expliquer plutôt que de simplement exiger. Mon père a levé les yeux, avec une vulnérabilité dans son expression que j'avais rarement vue. Cela m'a fait réfléchir à la façon dont je t'ai élevé. Toujours exiger, jamais expliquer. Toujours juger, jamais simplement voir. Henri, a commencé ma mère, d'un ton d'avertissement. Non, Martine, je dois dire ça. Il s'est tourné vers moi. J'ai été élevé en croyant que le succès avait une définition très spécifique. Quand tu as choisi un chemin différent, je l'ai vu comme un rejet de tout ce que je valorisais. Mais en te regardant ces derniers mois, en voyant ce que tu as construit entièrement par toi-même. J'avais tort. Et je suis désolé. Ces simples excuses, si longtemps attendues, m'ont fait monter les larmes aux yeux. Ce n'était pas une transformation complète. Mon père faisait encore occasionnellement des remarques acerbes sur la stabilité financière des carrières artistiques, et ma mère grimaçait encore lorsque des amis posaient des questions sur ma profession inhabituelle. Mais c'était un début, une reconnaissance que peut-être leur manière n'était pas la seule. Mon propre parcours de guérison a été tout aussi complexe. Sur les conseils de Sébastien, j'avais commencé une thérapie 6 mois après mon retour de Tanzanie. En travaillant sur les insécurités profondes et les tendances à vouloir plaire à tout le monde que des années d'amour conditionnel avaient instillées, j'ai appris à reconnaître quand je faisais des choix pour obtenir l'approbation plutôt que parce qu'ils étaient alignés avec mes valeurs.
J'ai pratiqué l'établissement de limites sans culpabilité et l'expression de mes besoins sans peur. La fiducie que Papy Guillaume avait établie est devenue un outil de croissance plutôt que de contrôle. En collaboration avec Antoine, j'ai structuré les finances familiales pour assurer la stabilité tout en encourageant l'indépendance. Mes parents recevaient leur allocation mensuelle sans avoir à la demander, supprimant la dynamique de pouvoir de l'approbation ou du refus. En retour, ils ont accepté un conseil financier pour développer des habitudes plus saines. Pour moi-même, j'ai établi une séparation claire entre les actifs personnels et ceux de la fiducie, vivant principalement de mes revenus de photographe tout en utilisant les fonds de la fiducie pour des projets spécifiques comme le programme de bourse et les initiatives de conservation. Cette limite était importante pour moi. J'avais besoin de savoir que je pouvais subvenir à mes besoins par mon propre travail, que je ne remplaçais pas simplement une forme de dépendance financière par une autre. Jean-Christophe est devenu une partie importante de ma nouvelle vie. Son approche simple des relations et des finances était un changement rafraîchissant par rapport aux dynamiques complexes dans lesquelles j'avais grandi. Quand il a emménagé avec moi après 1 an de relation, nous avons partagé les dépenses proportionnellement à nos revenus, eu des conversations ouvertes sur l'argent sans jeu de pouvoir ni agenda caché, et pris des décisions en véritables partenaires. Pour le 2e anniversaire de la mort de Papy Guillaume, j'ai invité mes parents à dîner chez moi, non pas dans l'appartement qu'ils avaient choisi et que j'avais vendu, mais dans une charmante maison meulière à Versailles que j'avais achetée et rénovée pour y inclure un studio lumineux. L'emplacement était délibéré, à seulement 3 rues de l'endroit où Papy Guillaume avait vécu, dans un quartier qui valorisait l'histoire et le caractère plutôt que le statut. Alors que nous étions assis dans ma salle à manger, entourés de photographies de mes voyages et d'objets collectés à travers le monde, le contraste avec nos dîners de famille formels du passé était frappant. La conversation était plus naturelle, avec moins de pièges à éviter. Mon père a posé de véritables questions sur mon dernier projet documentant les impacts du changement climatique sur les communautés côtières. Ma mère a admiré une série de portraits que j'avais pris de leaders de la conservation indigène, notant la dignité que j'avais capturée dans leurs expressions. Après le dîner, j'ai sorti une bouteille de vin spécial et 3 lettres que Papy Guillaume avait écrites avant sa mort, une pour chacun de nous, à ouvrir pour cet anniversaire. Nous les avons lues en silence, chacun absorbant ses dernières paroles de sagesse. Ma lettre me rappelait que la vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais en but, en connexion et en courage. Tu as cela en abondance, Amélie, écrivait-il. Utilise-les sagement, pas seulement pour toi, mais pour les autres qui ont besoin de voir que des chemins différents sont possibles. Mon père n'a pas partagé le contenu de sa lettre, mais je l'ai vu essuyer des larmes avant de la plier soigneusement et de la mettre dans sa poche. Les mains de ma mère tremblaient en lisant la sienne. Et quand elle a fini, elle m'a regardé avec une nouvelle compréhension. Il était très fier de toi, a-t-elle dit doucement. Pas seulement de ce que tu pourrais accomplir, mais de qui tu es. Je vois maintenant ce qu'il voyait. Plus tard, alors qu'il se préparait à partir, mon père s'est arrêté devant une photographie agrandie que j'avais prise en Tanzanie, la jeune lionne regardant l'horizon. Celle-ci est spéciale pour toi, a-t-il observé. Ce n'était pas une question, mais une reconnaissance. Elle me rappelle de continuer à avancer, de ne pas être défini par le passé. Il a hoché la tête pensivement. Ton travail est remarquable, Amélie. Vraiment. Je n'ai peut-être pas compris ton choix, mais je ne peux pas nier ton talent. Venant de lui, cette simple reconnaissance signifiait plus que toutes les acclamations des critiques et des collectionneurs. Non pas parce que je cherchais encore son approbation, mais parce que cela représentait une croissance, la sienne et la mienne. En fermant la porte derrière eux, j'ai ressenti un sentiment de paix qui m'avait autrefois semblé impossible. Le voyage du contrôle financier à l'indépendance véritable avait été difficile et douloureux, mais nécessaire. J'avais appris que l'argent pouvait être une prison ou un outil, selon la façon dont on s'y rapportait, que la richesse sans but était finalement vide, que défendre sa vérité pouvait coûter des relations, mais que vivre un mensonge coûtait définitivement son âme. Plus important encore, j'avais découvert que briser les cycles de dépendance financière toxique exigeait plus qu'une simple liberté financière. Cela exigeait aussi une libération émotionnelle, la capacité de définir le succès selon ses propres termes, le courage de décevoir ceux qui voudraient vous limiter, et la sagesse d'utiliser les ressources comme des ponts plutôt que comme des armes.